à l'appel, si vous voulez bien. Donc Gary Yannick présent, Gabriel Germain, Coralie Morvan, Albert Marel, Présent. Catherine Michelot-Varenne a donné pouvoir à Frédéric Lagescarde, je crois qu'elle nous rejoint après, normalement. Grégory Adenbach. Présent. Alexandra Edesheim a donné... D'accord, non, ça a été corrigé, il y a un petit peu. Fabrice Matois a donné pouvoir à Grégory Adenbach. Fabienne Casolaro-Maillefer. Michel Fratt. Présent. Béatrice Belmont. Frédéric Lagescarde. Natacha Arnaud a donné pouvoir à Alexandra Edesheim. Nathalie Boll devrait nous... Ah ben là, Nathalie Boll. Comment T'es présent? Oui, présente, oui, je suis bien là. Stéphanie Gendron a donné pouvoir à Gabriel Germain. Lydie Chambeux. Oui, présente. Ludovic Laforêt. Non. Alors il devra partir à 20h15, mais il a une proc. Pour Madame Chambeux. Éric Poirier. Présent. Céline Matonnet. Présente. Didier Debarge. Présent. Philippe Chabanon. Présent. Valérie Merle. Présente. Laurine Closon. Absente. Oui. C'est arrivé plus tard, on ne sait pas. Oui. Elle a donné un pouvoir ou pas? Non. Ok. Christiane Hardy. Présente. Christophe Ollier. Présent. Florence Iacono a donné pouvoir à Nathalie Ball. Quentin Guilleux. Présent. Luc Souillard. Présent. Stéphanie. Alors on accueille une nouvelle élue ce soir. Stéphanie Verbenec. Oui, présente. Qui est présente. Bienvenue. On va passer à l'approbation du dernier... Ah oui, on va d'abord nommer une secrétaire. Je vous propose Ludovic... Ah ben non, il doit partir. Je vous propose Frédéric Lagescarde. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour Madame Lagescarde. On va maintenant approuver le PV de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On passe au rapport numéro 1. Il s'agit de l'élection des membres de la commission de délégation de service public DSP. Donc suite à la démission de Madame Anne Pevrel de son rôle de conseillère municipale, il est proposé de reconstituer la commission de délégation de services publics dont elle était membre suppléante. Il y a deux façons de procéder où on fait les élections. Et sinon on vous propose une liste de remplaçants, enfin, plutôt vous nous proposez un nom en remplaçant et puis on le vote. Oui, C'est comme ça qu'on se fait. D'accord, donc Madame Verbenec, c'est ça? Donc à la place de Anne Pevrel, si vous en êtes d'accord, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 2, approbation du compte de gestion 2022 de la commune. Je laisse la parole à Monsieur Albert Maël, adjoint aux finances. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de procéder au vote, nous allons vous présenter les résultats de 2022, compte administratif et compte de gestion. Ce sont les mêmes chiffres, donc je ne ferai qu'une présentation. Et après vos questions, on pourra passer donc au vote du compte de gestion d'abord et ensuite du compte administratif. On y va. Le compte administratif 2022 retrace les réalisations de l'année écoulée. Il est en concordance avec le compte de gestion dressé par le trésorier. Le rapport du compte administratif vous a été joint à la convocation du conseil municipal détaille et explique les réalisations. Donc je vais faire une présentation synthétique et rapide. On avance. La section, donc vous le savez, chaque fois on en reparle, section fonctionnement, section investissement. Sur la section fonctionnement, donc, le compte administratif 2022 affiche un excédent de fonctionnement de 596 000 €. Donc c'est le résultat de l'année. Les dépenses totales de fonctionnement pèsent 10 159 000 €, ce qui représente 96% du budget primitif qu'on a voté en 2022. 80% d'un budget, ce qui montre que les prévisions sont réalistes et que le travail d'analyse et d'arbitrage est efficace. Je connais très près de ce qu'on a décidé et voté. Les charges à caractère général, donc le 011, augmentent de 16% par rapport au CA 2021. Nous avons en 2022 un taux d'inflation élevé, la première augmentation de l'électricité qui a pesé plus 66%, 200 000 €.
Les charges de personnel évoluent quant à elles de 5%. Elles pèsent 247 000 € en plus, suite aux décisions gouvernementales. Les revalorisations du point d'indice et du SMIC, les refontes des catégories B et C et l'indemnité inflation. Et aussi, comme chaque année, on a le glissement de vieillesse technicité qui, normalement, sur une année standard, pèse 2%. Face à ces dépenses, on a des recettes. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 10 754 000. Ces prévisions ont été précises et prudentes. Le taux de réalisation est de 102%. Ça veut dire qu'on a estimé un chouïa en dessous de ce qu'on a reçu. La fiscalité augmente de 2% par rapport aux réalisations de 2021, principalement du fait de l'augmentation des bases. Les dotations, subventions et participations évoluent de 25%, principalement une régularisation de la CAF relatif à l'exercice 2021-2022. Mais la DGF continue, donc la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État continue à baisser. Pour mémoire, en 2012, on était à 1,6 million et en 2022 à 1,1 million. On a perdu 500 000 €. Notre excédent de fonctionnement donc, est de 596 000 €, ce qui représente par rapport à 2021 une baisse de 218 000 €. Cet excédent n'est pas suffisant pour couvrir le remboursement du capital de la dette qui était de 786 000 € en 2022. Donc nous prendrons la différence sur les excédents antérieurs. Là, on a fini la section fonctionnement. La section investissement affiche un excédent de 1 153 000 €. Grâce à des écritures qu'on a passées l'année passée, c'était donc la capitalisation des résultats antérieurs. On avait prévu un virement de 2 768 000. Si on n'avait pas eu ce virement de 2 768 000, la section investissement serait un déficit de 1 614 000, ce qui est tout à fait normal pour une section investissement d'être un déficit. C'est logique, puisqu'on dépense plus que ce qu'on reçoit. En 2022, nous avons réalisé 3,5 millions de dépenses d'équipement, la plus grosse année depuis 2014. On le voit sur le graphique. Principalement la poursuite des travaux de la place Caire, l'acquisition de matériel technique et des travaux de voirie. Comme chaque année, on fait de gros travaux de voirie. Le poids de la dette reste conséquent, mais la situation s'assainit d'année en année. Donc, rappel, le poids de la dette, c'est 1 200 000 € par an, qui est réparti entre le capital de la dette qui est payé sur la section investissement et les intérêts qui sont payés par la section investissement. Donc, concernant les recettes d'investissement, nous avons encaissé 1 968 000 de recettes du département et 430 000 € au titre de la FCTVA. La FCTVA, c'est le remboursement partiel de la TVA qu'on a payé l'année précédente. Donc, c'est les principales recettes. Donc après la prise en charge comptable des déficits d'investissement antérieurs et des opérations engagées en 2022 mais non réalisées, donc on prend en compte ce qu'on devait payer en termes de déficit et les travaux qu'on a engagés mais qu'on n'a pas finalisés, ce qu'on appelle les restes à réaliser. La section investissement cette année affiche un déficit de 746 000 €. Donc on a fini, donc on avait le résultat de la section Invest, fonctionnement et investissement. Donc les résultats globaux. Le global 2022 est de 2 064 000. Une réduction de 151 000 par rapport à 2021. Il est important de maintenir une trésorerie à ce niveau afin de garder un fonds de roulement qui nous permette d'absorber le décalage entre le paiement des factures et l'encaissement des recettes. Et aussi pour nous prévenir des mauvaises surprises. Donc on finit l'année avec ce qu'on appelle nous la banque à 2 064 000 €. Voilà pour le compte administratif et le compte de gestion. Le compte de gestion, c'est le compte qui est présenté par le trésorier qui reprend, sauf erreur de notre part, les mêmes chiffres. Donc si vous avez des questions, on va y répondre. Et si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote d'abord du compte de gestion. Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
compte est adopté. On passe au rapport numéro 3 sur le compte administratif. Donc le compte administratif, donc, je viens de le présenter. Ah, il faut que je parle. Oui, il faut que tu sortes. Bon. Il faut que tu sortes, c'est Gali qui prend. Alors je reviens. Après tu reviens. Je reviens vite. Tu reviens. Reviens. Au revoir. Vas-y, t'as toute ta place. Donc Albert, Marel, Ben, le compte administratif, je viens de le présenter. Donc on va passer les deux en même temps. S'il n'y a pas de questions sur le compte administratif, on peut aller au vote. qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. La majorité également. Voilà. Pardon? À la majorité de la part. Oui. Je ne sais pas si c'est pertinent. Rapport numéro 4. Monsieur le maire. Voilà. Je laisse la parole à M. Albert Marel pour l'affectation du résultat compte administratif 2022. Alors, le résultat administratif. Alors, le conseil municipal, donc, selon les règles comptables, le conseil municipal doit se prononcer après clôture de l'exercice sur l'affectation à donner au résultat de fonctionnement. Que le fonctionnement? Le résultat de la section investissement ne fait pas l'objet d'affectation, il est simplement reporté sur le budget de l'exercice suivant. Donc, le conseil municipal est invité à approuver l'affectation au budget primitif 2023 de l'excédent de fonctionnement du code administratif 2022, ce qu'on vient de voir. Donc on avait 2 811 236,70 centimes d'euros. Donc nous vous proposons 746 489,12 euros en autofinancement au compte 1068 pour la section investissement, ce qu'on a vu tout à l'heure pour équilibrer. Enfin, non, on l'a pas encore vu, on le fera plus tard, pardon. Afin de recouvrir le déficit d'investissement et des restes à réaliser. Et 2 064 747,58, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en recettes de fonctionnement sur la ligne budgétaire 002, excédent de fonctionnement intérieur reporté. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est notre épargne. Voilà, donc si vous avez des questions, vous répondre, si vous voulez. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Rapport numéro 5. Il s'agit du vote des taux d'imposition sur l'exercice 2023. Albert? Oui, donc on va vous proposer 3 taux. Le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Le taux de la taxe d'habitation applicable sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale a été figé au titre de l'année 2019 à 18,16%. Jusqu'en 2022, les communes ne pouvaient pas le bouger. On retrouve le pouvoir en 2023, mais on n'a pas décidé de l'augmenter. Le taux de la taxe foncière de référence de la commune, alors taxe foncière sur les propriétés bâties, était en 2022 à 38,49%. Donc réparti par le taux communal de 23,44% et le taux départemental de 15,05%, total 38,49%. Nous vous proposons, comme nous l'avons présenté dans le rapport d'orientation budgétaire, une augmentation de 3 points, donc de le passer à 41,49%. Et pour la partie taxe foncière non bâtie, on resterait à 41,56%. Donc c'est le même taux que 2022. Donc on est invité à adopter les taux suivants. 41,49 pour le foncier bâti, 41,56 pour le foncier non bâti et 18,16 pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Avez-vous des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Les taux d'imposition sont adoptés.
Ah oui, non, contre, hein, ouais. D'accord. on est contre. Oui, on n'a pas eu le temps. Alors, Oui, qui est vous contre? êtes allé un petit peu vite en fait. Bah oui. Contre. Voilà. Contre aussi? Non, c'est l'abstention. Ok, donc on passe au rapport numéro 6, il s'agit du vote du budget primitif 2023. Donc le budget primitif est un outil de gestion qui présente de façon prudente et réaliste les dépenses et les recettes prévisionnelles. Donc c'est ce qu'on prévoit pour l'année 2023 qui a déjà été un peu engagé puisqu'on est au mois de mars. Il est susceptible d'évoluer en cours d'année par les décisions modificatives. L'année passée on en a fait 3. Et ces décisions modificatives sont présentées en conseil municipal. Les éléments significatifs de ce budget sont détaillés dans le rapport qui vous a été fourni en annexe avec la convocation du conseil municipal. Une nouveauté, donc ce budget est soumis à l'instruction comptable année 57, on vous l'avait présenté, on a changé de référence comptable, on était avant au N14. Ce changement a des conséquences sur la présentation de la maquette du budget, donc c'est un peu différent, et certains mécanismes comptables. De ce fait, certaines comparaisons avec 2022 sont difficiles et non cohérentes. Donc on va vous proposer d'abord la section fonctionnement, comme toujours. Donc on propose 12 913 000 euros de recettes et 12 098 000 euros de dépenses, soit un suréquilibre de 815 000 euros, qui correspond au montant du capital de la dette. C'est la première fois qu'on vote un budget en suréquilibre, parce que c'est la M57 qui nous le permet. Avant on mettait cet excédent dans des comptes qui étaient dans des dépenses imprévues. Donc là on ne peut plus le faire, elles existent mais elles ne sont pas prises en compte. Donc on a décidé de faire un budget en suréquilibre, 815 000 euros qui correspond pratiquement au montant du capital de la dette. Donc les recettes de la section fonctionnement sont en progression de 3%. Nous avons les impôts directs, on vient de les voter, et les revenus des immeubles. C'est une chose nouvelle, les revenus qui vont augmenter avec la Casquaire. Cette année, on a une baisse de la dotation d'État, encore une fois, qu'on estime à 6%. Les dépenses sont, elles, en progression de 1%, donc on augmente moins les dépenses que les recettes. Parmi les dépenses, les charges de personnel sont réduites cette année. On va les réduire de 1% à ISO effectif, malgré l'augmentation mécanique des carrières qu'on appelle le GVT, le glissement de vieillesse technicité, qui pèse normalement 2%. Donc cette année, on va être à moins 1%. Les charges de caractère général augmentent de 6%. 229 000 euros sur la facture énergétique. Après sobriété, après application du plan sobriété, la facture énergétique a été de 370 000 euros. Ce qui montre les efforts faits sur les budgets des services tout en conservant le même niveau de service public. Donc on aurait un autofinancement prévisionnel de 815 000 euros sur ce budget prévisionnel. La section investissement, donc là on propose un équilibre à 5 386 000 euros. Donc les travaux, 2,4 millions de travaux nouveaux et 1,1 million de travaux en reste à réaliser. Parmi les réalisations prévues, la finalisation des travaux de la Casquaire, la modernisation de l'éclairage public, la création d'un espace City Jeune, le plan mobilité et les travaux de voirie et les études et l'aménagement d'un atelier citoyen. À ces dépenses s'ajoute le capital de la dette à hauteur de 810 000 euros pour 2023. Donc, les recettes d'investissement. Donc, principalement, on a 1 637 000 de subventions du département. La FCTVA, donc je vous ai expliqué, c'est le remboursement de la TVA en partie de l'année passée. C'est pratiquement
16%, 17% sur les 20%. On a des recettes qui viennent aussi de cession de patrimoine qui sont prévues à hauteur de 677 000 euros. Donc on avait déjà voté l'antépénultième mairie, l'antépénultième mairie et 2 bâtiments Plasquaire, donc qui sont en report. Et à ça s'ajoute le terrain de la Verdière. Donc pour équilibrer ces comptes, un autofinancement de 746 000 euros, on a vu tout à l'heure, et 1 million, j'ai plus le chiffre, 1 349 000 de la section fonctionnement. Donc toutes ces recettes nous mènent à 5 385 000, donc on a un équilibre sur la section investissement. Conclusion, donc le budget primitif composé de 12,8 millions d'euros en fonctionnement et 5,4 millions d'euros en investissement. C'est un budget raisonnable et ambitieux. Raisonnable car il prend en considération le contexte complexe avec la flambée des prix de l'électricité et du gaz et les points d'inflation. La charge de la dette continue à diminuer car nous faisons depuis le début du mandat aucun nouvel emprunt et cette année encore aucun emprunt nouveau sera mobilisé. Ambitieux car des choix ont été faits afin d'absorber les augmentations en conservant un service public de qualité et modernisé et aussi pour conserver la qualité de vie et l'ADN de notre commune et aussi pouvoir rembourser le capital de la dette et financer nos investissements. Voilà le budget primitif 2023 synthétiquement présenté. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Donc, le budget primitif 2023 est adopté. On passe au rapport numéro 7 avec le renouvellement de la convention entre le CSL et la commune de Beaulieu. Je laisse la parole à Gabriel Germain, adjoint à la vie associative. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante les dispositions de la loi 2000-3 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans la relation avec les administrations et son décret d'application numéro 2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques qui impose aux collectivités locales de conclure une convention avec des associations auxquelles elles octroient une subvention d'un montant annuel supérieur à 23 000 euros. La convention passée avec le CSL dans le cadre de cette réglementation est arrivée à caducité en 2022. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette nouvelle convention, préalablement soumise à son examen, qui définit l'objet et les conditions d'utilisation de la subvention allouée et d'autoriser M. le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 8 en ce qui concerne l'actualisation de la tarification funéraire à compter du 1er avril 2023. Donc tu t'en occupes hein, si tu veux. Le cimetière de Saint-Martin-le-Bas a fait récemment l'objet de travaux d'aménagement permettant de répondre à la demande des administrés en matière de type de concession cinéaire grâce à l'implantation de gravures. Ce sont des cases en béton armé construites en pleine terre pouvant accueillir des urnes et fermées par une dalle en granit garantissant son étanchéité. La gravure est un monument funéraire de recueillement facilitant le fleurissement par les familles tout en conservant l'équilibre entre les espaces verts et les parties bâties du cimetière. Actuellement, les concessions funéraires dans les cimetières de Saint-Martin-le-Haut et Saint-Martin-le-Bas sont proposées au tarif fixé par la délibération numéro 14-09-16 adoptée le 29 septembre 2016 portant réactualisation de la tarification funéraire. À savoir, bon, je ne vais pas tout vous énumérer tous les tarifs, je vais vous énumérer que ceux qui ont été modifiés. Donc, pour les caveaux, donc, concession de terrain avec caveaux et concession case monumentarium en 2016 était de 1500 €, 1700 € pour les caveaux,
et 300 € et 600 € pour les columbariums. Donc, en 2023, donc ça passe à 2000 pour les terrains de caveau, à 2000, 2300 pour les terrains avec caveau 6 places, et pour les columbariums de 400 pour 15 ans et 800 € pour 30 ans. Le prix d'achat des caveaux monoblocs et le coût des travaux d'implantation ont augmenté, nécessitant une actualisation des tarifs de vente et le renouvellement des titres de concession d'une durée de 50 ans. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la création de nouveaux tarifs pour l'attribution d'une concession cavure au cimetière Saint-Martin-le-Haut et le Bas comme suit. Pour une durée de 15 ans, capacité 4 heures, donc c'est 700 € pour une prise initiale, 800 € pour un renouvellement. En ce qui concerne la durée de 30 ans pour une capacité 4 urnes, prise initiale 1400 €, renouvellement 1600 €. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la validation des tableaux CR20 portant sur la durée et les tarifs réactualisés. Si vous avez des questions. Pas de question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, actualisation des tarifs pratiqués par le service patrimoine en ce qui concerne les articles et les animations au musée. Je laisse la parole à Mme Nathalie Boll, élue à la culture. Merci. Par délibération numéro 14-12/21 du 10 décembre 21, l'Assemblée délibérante a adopté la tarification de divers articles et animations proposés à la vente par le service patrimoine. L'entrée de la tour musée sera prochainement payante, ainsi que diverses prestations proposées au public. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la fixation des prix suivants applicables à compter du 1er avril 2023. Je cite, reproduction d'une hache polie 10 €, reproduction d'une pointe de flèche 10 €, pince bicéphale 0,50 €, donc enfin voilà, 50 centimes, réimpression de mouchoir musée, réimpression de Mulhouse 10 €, pardon, réimpression de foulard musée de l'impression de Mulhouse, ça j'ai déjà dit 25 €, pardon, livre les mémoires de Velot 25 €, porte-clés à l'effigie des musées de vélo 4 €, revue fossile 12 €, catalogue des expositions temporaires 3 €. Entrée de musée, tarif plein, nous passons à 3 €, tarif réduit chômeur, moins de 18 ans, étudiants, habitants de vélo sur présentation d'un justificatif 1 €, gratuité sur les journées européennes du patrimoine. Atelier patrimoine à destination des enfants, tout public, 5 € par enfant. Prestations d'animation patrimoniale pour les groupes d'enfants, 2 € par enfant et par atelier. Ces animations regroupent une visite d'exposition et une séance de création de reproduction d'objets historiques, patrimoniaux ou traditionnels en rapport avec les thèmes abordés. Les établissements publics conventionnés avec la ville sont exonérés de cette tarification. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 10, actualisation des tarifs pratiqués par la médiathèque. Je relaisse la parole à Nathalie Boll. Par délibération numéro 10-02-21 du 22 février 2022, l'Assemblée délibérante a actualisé les tarifs pratiqués par la médiathèque. Il convient d'actualiser de nouveau ces tarifs. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la fixation des prix suivants, applicables à compter du 1er avril 2023. Secteur bibliothèque enfants, 3 € par an et par personne domiciliée à l'extérieur de la commune. Gratuité pour les Velociens sur présentation d'un justificatif de domicile et les agents municipaux de la commune. Secteur bibliothèque adulte et secteur DVD vidéo, 8 € par an et par personne domiciliée à l'extérieur de la commune. Gratuité pour les Velociens sur présentation d'un justificatif de domicile et les agents municipaux de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, en ce qui concerne le bail commercial entre la commune de Velot et la société Aromat, 13 place François Kerr. Je laisse la parole à Grégory Allenbach, adjoint à l'économie et au tourisme. Et à l'emploi. La commune mène une politique volontariste en faveur de la dynamisation du centre ancien, du maintien et du développement du tissu économique sur son territoire, notamment en réhabilitant l'ensemble des bâtiments de la place François Kerr, lui appartenant.
La commune est propriétaire d'un bâtiment cadastré section BC numéro 82 qui comprenait un commerce 6-13 place François-Pierre. Dans ce local et notamment au rez-de-chaussée R+1, la commune concédera un bail commercial pour accueillir l'annexe du bar-restaurant. Par délibération du 12 octobre 2022, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer le bail commercial bar-restaurant constituant le lot numéro 1. Ces locaux qui accueilleront le local technique du bar-restaurant sont composés d'une pièce au rez-de-chaussée, d'une pièce au premier étage avec sanitaire d'une superficie totale de 49 mètres carrés. Le local sera livré à l'état brut, à l'exception des sanitaires livrés en état fini. Le lot qui constitue l'annexe du bar-restaurant et le lot numéro 2, un plan de constitution de copropriété, a été établi par un géomètre. Un appel à candidature pour l'aménagement et la gestion d'un café-restaurant avait été fait préalablement à la location. La candidature qui avait été retenue avait été celle de la société Aromate, représentée par M. Pierre Vacher et Mme Mélanie Buisse. Le local faisant l'objet de futurs bails devra être consacré par le preneur à l'exploitation de son activité de local technique destinée à l'activité de bar, restauration traditionnelle avec service à table et possibilité de vente à emporter, exploité dans un autre local pris à bail par le preneur. Étant précisé que ce local n'a pas vocation à recevoir de public. La location se fera sous forme d'un bail commercial pour une durée de 11 années et 11 mois. Le dit bail prendra effet à compter de la date de la signature. Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 4 200 €. TTC en 12 termes égaux de 350 €. Pendant la durée du bail, l'ensemble des dépenses inhérentes à l'activité de l'établissement, électricité, eau, etc. sera à la charge du preneur qui devra également se charger de souscrire aux abonnements nécessaires. La taxe foncière des locaux occupés payée par la commune sera refacturée aux locataires. Elle devra être payée en une fois en fin d'année par virement au trésor public. L'ensemble des frais relatifs à l'établissement de ce bail commercial sera pris en charge par le preneur, la société Aromate. Le conseil municipal est invité à autoriser M. le maire à signer le bail commercial annexé à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est juste une question technique. C'est un bail, c'est lié à l'hôtellerie, un bail commercial à 12 ans? Non? Parce qu'habituellement c'est un 369. C'est juste une question. C'est le cas. En fait, c'est les mêmes personnes que le café-restaurant. Ah non, mais on est bien d'accord. Non, mais j'ai bien compris ça. Et comme ils ont énormément d'investissements à faire, on est parti avec le conseil de notaire sur ce bail à 12 ans. D'accord, ok, donc c'est un 3-6-12. Pour rappel, ils vont investir plus de 300 000 €. Non, mais c'est pas le. C'est un 3-6-12. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12, la même chose en ce qui concerne la société La Pêche au Village. Pêche au Village. Donc on a bien compris que ça sera une poissonnerie du coup. La commune est pas mal. Est propriétaire d'un bâtiment cadastré section BC numéro 80 qui comprenait l'ancien bar-restaurant 6-15 place François-Pierre. Dans ce local, et notamment au rez-de-chaussée, la commune concédera un bail commercial pour accueillir une poissonnerie. Le local est composé d'un espace commercial de 69 mètres carrés, d'un espace de stockage de 17 mètres carrés et d'un espace sanitaire de 9 mètres carrés. Le local sera livré à l'état brut, à l'exception des sanitaires livrés en état fini. Le lot qui constitue la poissonnerie est le lot numéro 3. Un plan de constitution de copropriété a été établi par un géomètre. Un appel à candidature pour l'aménagement et la gestion d'un commerce au sein d'un bâtiment communal a été préalablement à la location. La candidature qui a été retenue est celle de la société La Pêche au Village, représentée par messieurs Quentin Coniglio, Laurent Coniglio et Anthony Vives. Le local faisant l'objet de futurs bails devra être consacré par le preneur à l'exploitation de son activité de commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin. La location se fera sous forme d'un bail commercial pour une durée, pareil, de 11 années et 11 mois. Le dit bail prendra effet à compter de la date de sa signature. Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 16 800 € TTC en 12 termes égaux de 1 400 €. En raison des travaux d'aménagement à effectuer dans le local avant l'ouverture de l'établissement au public et dans le cadre de ses actions de soutien au commerce et à l'artisanat, la ville a choisi d'établir un loyer évolutif sur les 3 premières années
année afin de permettre de réduire les coûts de fonctionnement du locataire à ses débuts dans les locaux et l'accompagner dans le développement de son activité. Ainsi, la commune prendra à sa charge une partie du loyer et réduira sa participation de façon progressive. Pendant la durée du bail, l'ensemble des dépenses inhérentes à l'activité d'établissement, l'eau, l'électricité, tout en pareil, sera à la charge du preneur qui devra également se charger de souscrire aux abonnements nécessaires. La taxe foncière des locaux occupés payée par la commune sera également refacturée aux locataires. Elle devra être payée en une fois en fin d'année par un virement au trésor public. L'ensemble des frais relatifs à l'établissement de ce bail commercial sera pris en charge par le preneur, la société La Pêche au Village. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à signer le bail commercial annexé à la convocation. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Toujours. Qui s'abstient? Avec unanimité. Rapport numéro 13, il concerne la fixation du taux des indemnités de fonction des élus. Je laisse la parole à monsieur Marel. Alors le montant total des indemnités des fonctions allouées ne peut dépasser une enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice. Alors, le taux des indemnités de fonction des élus qui a été fixé en conseil municipal le 28 septembre 2021 reste inchangé. Ce n'est pas une augmentation de nos taux. Une nouvelle délibération est proposée suite à la demande de la trésorerie de Berlétan, afin d'adopter une délibération ne faisant pas apparaître les montants que l'on perçoit, pour que ce soit automatiquement adapté aux éventuelles variations du point d'indice, ainsi qu'aux variations de l'échelon terminal de la fonction publique. C'est-à-dire que le pourcentage qui nous est octroyé reste valable, quel que soit le montant du point d'indice. Donc un rappel pour une commune dont la population, notre commune, le pourcentage de l'indice pour la fonction publique pour le maire ne peut dépasser 55%. Pour les adjoints, le pourcentage ne peut dépasser 22%. Donc on avait décidé, et on le repropose, les mêmes taux, donc 53% pour le maire, les adjoints 20% et les conseillers municipaux délégués 9%. Donc les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice terminal de la fonction publique et qu'il convient d'inscrire les crédits correspondants sur le budget. C'est mieux. Donc ils ont été prévus et le conseil municipal est invité à se prononcer sur la fixation des montants des indemnités de fonction tels que proposés ci-dessus à compter du 1er octobre 2021. On rappelle que c'est les mêmes taux. C'est juste simplement, on supprime les montants à la demande du trésorier de Berlétan. Voilà, avez-vous des questions? Oui. Vous avez bien baissé le montant global des indemnités des élus, c'est bien ça? Non, on ne le bouge pas. Le montant global? Non, on ne le bouge pas. Il reste identique. Si tu veux, comme... Vous baissez le taux. Pardon? Le point d'indice est monté, vous baissez le taux, donc vous restez avec lui. Non, les taux c'est les mêmes qu'on avait votés en 2021. D'accord. On n'a rien changé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc le rapport est adopté. On passe au rapport numéro 14. Il s'agit d'un avenant au contrat de délégation de service public pour la gestion de l'accueil de la petite enfance en établissement multi-accueil avec la mutualité française PACA SAM Sud. Je laisse la parole. Est-ce qu'elle est là? Non, il y a sa collègue. Eh bien, bien sûr, Lydie. Tu vas nous expliquer ça. Par délibération numéro 2207 DCM 04 du 5 juillet 2022, le conseil municipal a autorisé la signature d'un contrat de délégation de service public d'accueil de la petite enfance en multi-accueil sur le territoire de la commune avec la mutualité française PACA SSMA AM, sous forme d'un affermage pour une durée de 5 ans et pour un montant initial de 335 341 €.
Au chapitre 12 du contrat, révision des clauses contractuelles, et dans l'article 54, cas de révision des éléments financiers, il est stipulé que le montant de la participation de la collectivité et la formule d'actualisation pourront être soumis à réexamen sur demande de l'une des parties en cas de révision par la CAF des modalités de calcul des tarifs ou de modification des modalités de versement des prestations. Exemple, bonus territoire. À partir de l'année 2023 et dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention territoriale globale, votée par l'Assemblée délibérante le 7 février 2023 par la délibération numéro 2302 DCM 05, le délégataire percevra le versement du bonus territoire de la part de la CAF, ce bonus territoire étant auparavant versé à la commune de Velot. Les montants du bonus territoire sont les suivants: 32 130 € pour l'établissement La Bressarelle, 80 886 pour l'établissement La Poussinade, soit un total de bonus territoire de 114 016 €. Le montant total bonus territoire sera donc intégré aux recettes CAF et parallèlement déduit de la participation communale dans le budget d'exploitation annuel du délégataire. Il convient donc d'établir un avenant au contrat. La commission de délégation de services publics réunie le 2 février 2023, après avoir pris connaissance des détails et explications données par le directeur du pôle famille et association, a émis un avis favorable à l'approbation de l'avenant. Conformément à toutes ces dispositions, la participation communale annuelle prévue initialement à la signature du contrat, 335 341 € sera à compter de 2023 de 221 324 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver l'avenant du contrat de délégation de services publics pour la gestion de l'accueil de la petite enfance en établissement multi-accueil avec la mutualité française PACA, SSMA, annexé à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne sais pas répondre. Il s'agit juste de rééquilibrer les choses, vu qu'on passe par la CAF, et la CAF qui règle directement, je crois, et du coup on le enlève de notre budget puisque ça ne paye plus nous directement. Ça fait un rééquilibrage de dépenses, tout simplement. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 14 est adopté à l'unanimité. Rapport numéro 15, un avenant au contrat de délégation de service public pour la gestion du service public de l'enfance, du périscolaire et de la jeunesse avec l'association Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud. Je laisse la parole à Lydie, mais il s'agit du même processus. Par délégation numéro 0112-21 du 10 décembre 2021, le conseil municipal a autorisé la signature d'un contrat de délégation de service public pour la gestion du service public de l'enfance, du périscolaire et de la jeunesse sur le territoire de la commune avec l'association Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud, LEC, sous forme d'un affermage pour une durée de 3 ans et d'un montant initial de 614 387 €. Suite au contexte particulier de tension en matière d'emploi, certaines embauches et ou remplacements d'absence n'ont pu être assurées ou ont été retardées par l'association LEC, entraînant une diminution de la participation de la collectivité pour 2023. Par ailleurs, le bonus territoire versé par la CAF a directement été versé à l'EC Grand Sud pour l'année 2022. Il doit donc être déduit à la participation communale dans le budget d'exploitation annuel du délégataire. Les avenants portent donc sur le réajustement de la participation de la collectivité pour 2023. L'avenant numéro 1, diminution de la participation de la collectivité d'un montant de 12 346,40 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 suite au non-remplacement des absences. L'avenant numéro 2, diminution de la participation de la collectivité d'un montant de 15 642,99 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 suite au versement du bonus territoire directement à l'EC Grand Sud. La commission de délégation de services publics réunie le 2 février 2023, après avoir pris connaissance des détails et explications données par le directeur du pôle famille et association, a émis un avis favorable à l'approbation de ces avenants. Conformément à toutes ces dispositions, les diminutions de participation communale annuelle prévues prendront la forme d'avoirs valables sur la première facture 2023 de l'association Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud. Le conseil municipal est invité à approuver les avenants du contrat de délégation de service public pour la gestion du service public de l'enfance, du périscolaire et de la jeunesse sur le territoire de la commune avec l'association LEC Grand Sud, annexée à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions? Je
Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7, renouvellement des conventions de partenariat avec le relais Petite Enfance RPE pour la période de 2023 à 2027. On occupe, Olivier? Tu restes un peu loin? Oui, ça va. En 2004, une convention de partenariat a été créée entre la commune de Pélissane, porteur du projet initial du relais d'assistants maternels, RAM intercommunal, et la commune de Lançon-Provence pour 2 ans. En 2006, une convention avec une extension aux communes de Coudoux, Lafare-les-Oliviers, Salon-Provence et Velot est signée pour 3 ans. En 2009, une convention avec une extension de la commune de Saint-Chamas est signée pour 3 ans, selon les objectifs de la caisse d'allocation familiale. En 2012, cette convention est renouvelée pour 3 ans pour les communes de Velot, Coudoux, Lafare-les-Oliviers et Lançon-Provence. En 2015, l'agrément du RAM municipal de Pélissane est renouvelé par la CAF des Bouches-du-Rhône pour les années 2015 à 2018 et 2019 à 2022. D'expiration de l'agrément de la RAM de Pélissane, devenu depuis janvier 2022 le relais Petite Enfance RPE, délivré par la CAF 13 pour les communes de Coudoux, Velot, Lançon-Provence et Pélissane. Par délibération numéro 0711-18 en date du 22 novembre 2018, le conseil municipal s'est prononcé favorablement pour la participation de la commune de Velot au relais d'assistants maternels territorial devenu relais Petite Enfance, initié par la commune de Pélissane. Ce relais est un espace de rencontre, d'écoute, d'information et d'aide en direction des familles à la recherche d'un mode d'accueil pour enfants et d'assistants maternels ou garde à domicile. Le RPE assure une coordination des assistants maternels agréés ou garde à domicile sur un territoire élargi, permettant de répondre à la demande, de mutualiser les coûts de soutien et d'accompagnement des familles et des assistants maternels. Le personnel du RPE territorial employé par la commune de Pélissane se compose de 2 agents chargés d'exercer la fonction de responsable d'animation du relais. Ce personnel assure des prestations en direction des assistants maternels indépendants, des employés de garde à domicile et des parents des communes partenaires. L'agrément du RPE de Pélissane, délivré par la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, a été renouvelé pour les années 2023-2027. Une nouvelle convention de partenariat entre le RPE de Pélissane et les communes adhérentes à cette entente intercommunale doit être signée afin de pérenniser les 5 années à venir les modalités de fonctionnement du RPE, intégrant les objectifs fixés par la CAF. La convention est signée entre les communes de Coudoux, Lançon-Provence, Pélissane et Velot. Il convient également de renouveler la convention d'entente intercommunale de moyens et de fonctionnement du RPE avec la commune de Pélissane qui définit les conditions d'organisation de permanence des animations ou manifestations du RPE ainsi que le calcul de la participation financière de la commune. Le conseil municipal est invité à approuver les 2 conventions annexées à la convocation. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 17, il s'agit du rapport d'activité 2021 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc comme nous le faisons de manière régulière chaque année, il y a donc un rapport d'activité qui est fourni, qui est du coup très fourni. Donc je vais vous faire l'économie de vous déchiffrer ces centaines et centaines de pages. En quelques chiffres clés, le territoire donc, de la métropole, c'est un territoire qui est toujours composé de 92 communes qui vont de Vaucluse dans le Pertuis, dans le Var, Saint-Zacharie et de 90%, dont une est située dans le Vaucluse, excusez-moi, qui est Pertuis, et une dans le Var qui est Saint-Zacharie, et 90% dans les Bouches-du-Rhône. Son territoire, il est de 3148 km², donc il est par exemple 4 fois équivalent à la métropole du Grand Paris. Sa population, elle est de 1 898 561 habitants en 2019. C'est une population qui a augmenté de 60% depuis 1962. En ce qui concerne l'eau potable, qui est un des sujets qui vous intéresse tout particulièrement, on a 1,8 million d'habitants qui sont desservis en 2021, dont 474 326 abonnés, pour 127 millions de mètres cubes qui sont consommés. Un assainissement collectif pour 1,7 million d'habitants desservis en 2021, dont 396 279 sont abonnés, pour une quantité de 102 millions de mètres cubes qui sont facturés. Ce qui concerne les déchets, nous avons 1 216 449 tonnes de déchets qui ont été traités, soit 644 kg par habitant.
Si on parle de mobilité, on a chaque jour 6,5 millions de déplacements qui sont dénombrés sur le territoire au quotidien en moyenne. 715 000 actifs se déplacent chaque jour pour aller travailler, ce qui représente 60% des déplacements, qui est assez peu finalement. Pour ce qui concerne les forêts, nous avons 175 000 hectares d'espace forestier, soit plus de 50% de la surface de la métropole, majoritairement peuplée de résineux, 70% de résineux, c'est-à-dire en gros des pins d'Alep. Nous avons 1412 km de dessertes forestières avec des pistes et des voiries communales, dont 1123 km de pistes forestières pouvant servir à l'exploitation des bois. Si on parle d'agriculture, on parle de 60 600 hectares de surface agricole utilisée, des espaces agricoles qui représentent 22% de la trame verte, ce qui représente une continuité écologique terrestre, avec 2500 exploitations qui ont été recensées, dont 1300 professionnels, pour plus de 45 marchés paysans et de producteurs. Au niveau économique, nous avons plus de 198 000 sociétés, 198 500 exactement qui sont recensées, dont 72% qui n'ont pas de salariés. 2190 établissements de plus de 50 salariés pour 30 500 emplois qui sont liés au tourisme. Ça, ce sont un peu les chiffres principaux. Il y a beaucoup de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à parcourir ce rapport d'activité qui est très épais. Et puis si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous les soumettre. Et si on n'a pas la réponse, on ira la chercher. Est-ce qu'il y a des questions? Budget de la métropole? Alors là, on est en... Juste pour les grands chiffres. C'est ça. On est aux alentours de 2 milliards. D'accord. Donc là, il s'agit d'un rapport d'activité. On le vote, hein? Non, c'est Donc nous prenons acte de ce rapport. On passe au rapport numéro 18. Il s'agit d'une demande de subvention au titre de la DESIL pour la réalisation d'un réseau cyclable. Monsieur Marel? Oui. Oui, monsieur le maire. Alors, rapport 18 et 19, mais on va faire le 18 d'abord. La demande du service, des services du sous-préfet. Les demandes de subvention que l'on fait à l'État sont soumises au vote du conseil municipal. Il faut savoir qu'avant cette demande, ces subventions étaient sur décision du maire. Donc le rapport numéro 18, demande de subvention au titre de la DSIL pour la réalisation d'un réseau cyclable. C'est le plan vélo. La DSIL, c'est la dotation de soutien à l'investissement local. Donc ce plan vélo vous a été présenté en atelier les 24 et 25 février 2022. Le vote des Vélociens ont défini que ce plan était la priorité numéro 1. Ce plan est fait pour inciter les déplacements en vélo et il est basé sur deux axes, les stationnements et le développement des bandes cyclables. Le stationnement, donc faciliter le stationnement des vélos par des racks avec abri, des racks sans abri ou des supports simples pour des stationnements courts. Et le développement des bandes cyclables, on a prévu 14 km de bandes cyclables. Cette demande a été retravaillée par nos services et nos élus. Donc le montant des travaux est de 186 160 €. On demande à l'État une subvention de 70%, donc 130 312 €. Reste à charge à la commune 55 848 €. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 19, une demande de subvention au titre de la DETR pour la sécurisation des bâtiments communaux. En ce qui concerne la DSIL et la DETR, ce sont du moins des aides de l'État qui passent souvent par les services de la préfecture, qui permettent d'appuyer les aides de subvention sur des politiques générales appuyées, notamment en ce qui concerne les voies cyclables, mais aussi aujourd'hui beaucoup en tout ce qui est photovoltaïque et réhabilitation thermique. Et donc on a la possibilité d'en bénéficier parfois, donc on ne se prive pas du fait de les demander. Ce qui est nouveau, c'est le vote en conseil. Donc la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux,
Donc cette subvention que l'on vous propose, c'est pour la sécurisation des bâtiments communaux. L'objectif, c'est de maintenir à un niveau de conformité satisfaisant les équipements qui reçoivent du public. Vous avez le détail des équipements, je ne vais pas vous le lire. Donc le montant des travaux, 83 006 €, 70% financé par l'État, 58 104 €, 30% à la charge de la commune de 24 902 €. Voilà. Avez-vous des questions? Bon, c'est quand même intéressant pour ceux qui regarderont de savoir quand même que ce sont quand même des subventions qui aident à des remplacements d'exutoires de désenfumage sur Padovani, de la tour musée. Ce sont toujours des travaux qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité. Donc les bâtiments des services techniques, où il y a un nombre de rénovations en profondeur d'installations électriques dues à des non-conformités, au sein du groupe scolaire Giono, du gymnase Bertin, des centrales alarmes anti-intrusion qui doivent être changées, à l'hôtel de ville des changements de porte-service qui ne sont plus sécurisés, et sur le gymnase Camus, les portes de secours qui doivent être changées pour les plus anciennes, un rideau roulant sur le gymnase Couder qui est bloqué en position ouverte, qui compromet donc la sécurité du site, et voilà pour les principaux projets qui sont en lien avec ces demandes de subvention. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de... Oui, Quentin. En termes de durée, on espère la réalisation de ces mises en conformité sur à peu près combien de temps? Sur l'année. À partir du moment où ils sont inscrits, ça peut aller très vite. Voilà, au plus vite. Après, ce qui fait la différence, c'est les commandes des pièces et la programmation des travaux en fonction de tous les travaux antérieurs qu'il y a à faire. Il y a quand même quelque chose qui est aberrant, on s'aperçoit qu'il y a des bâtiments qui sont non conformes en électricité, dans lesquels on a laissé les gens travailler depuis des années. C'est inadmissible ça. Comment Socotec et comment une commission de sécurité peut accepter ça? Alors, dites-vous bien que ces commissions qui sont faites, elles sont faites quasiment chaque année, et que suite à ce qui est préconisé par la commission, c'est pas parce que quelque chose n'est pas conforme qu'il ne fonctionne pas ou qu'il est dangereux. C'est juste et c'est à ça que servent ces contrôles. Les contrôles, ils servent à des professionnels de venir nous dire attention, ce matériel, il peut fonctionner à l'instant T, mais il faut le changer pour qu'il reste dans les clous. Et c'est suite à ces passages-là que nous, on inscrit directement les dépenses avec des subventions parce qu'on essaie de faire attention à l'argent public, et que dès qu'on a eu nos aides, on fait les changements. Je suis bien d'accord avec vous. On ne peut pas crier au loup avant de le voir. Il ressort depuis des années. C'est ça, là je ne fais que lire. Depuis des années, lors des vérifications périodiques obligatoires, un grand nombre de non-conformités. C'est pas à l'encontre de la mairie ou de la majorité actuelle. C'est que je suis abasourdi de lire des choses comme ça. Écoutez, je vous appelle à faire un contrôle chez vous, vous verrez que vous aurez l'impression de... ne vous inquiétez pas, parce que le contrôle il est fait régulièrement. Parce que c'est ce qui se passe régulièrement. Non mais on ne reçoit pas du public. Non mais attendez, moi je vous dis juste qu'on fait ce qu'on nous demande de faire, on fait les contrôles, on nous demande de changer des choses, on les inscrit, on les change. Je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant que vous pensiez qu'il fallait le faire avant, oui, probablement. Assurément. Bah oui, mais en attendant, on fait ce qu'on a à faire. Moi je me demande comment ça passe à travers une commission de sécurité. Vous savez, quand vous gérez une ville, une commune, avec tous les bâtiments publics qu'il y a et avec tous les services qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas régler les problèmes à l'instant T. Donc vous les faites au moment où on vous dit de les faire, et à ce moment-là, vous le faites au plus vite, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, okay. Vous auriez probablement fait mieux que nous, on le fait à notre vitesse et on le fait du mieux qu'on peut. Ah, ça c'est facile. Ah non, mais vous êtes souvent abasourdi, monsieur Poirier. Je hais. Vous êtes souvent abasourdi. Vous avez l'abasourdissement très facile. Oui, mais bien sûr, mais c'est normal. Mais vous jouez votre rôle d'opposition et je le respecte. Attendez. Voilà. Nous, en attendant, on fait ce qu'on a à faire. On fait une visite, on nous demande de changer quelque chose, on le fait. La visite, elle n'a pas été faite aujourd'hui. Je vous invite l'année prochaine à nous critiquer si on n'a pas fait ce que les visites nous demandent de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, mais... vous savez, nous, moi je me soumets à la loi, monsieur Poirier. Si demain il y a une visite, comme on le fait très régulièrement et comme on est obligé de le faire, si on nous demande de fermer un bâtiment, je serai le premier à le faire. En attendant, on nous demande de changer des choses, on le fait, immédiatement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Et là, en plus, il n'y a pas de... Bah oui, il y a des votes. Mais oui, bien alors Fanny. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ce qui concerne le rapport numéro 20, il s'agit d'un donné acte des décisions du maire. En ce qui concerne, au niveau des services techniques, une demande de subvention au titre de la DESIL, on vous en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a ? La réalisation d'un réseau cyclable, on en a parlé aussi. Une demande de subvention au titre de la DETR, c'est la même chose, la sécurisation des bâtiments communaux. En ce qui concerne la vie locale, une convention de mise à disposition de minibus pour le CASL, une convention de mise à disposition de minibus pour les amis du ping-pong, une convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour l'USV football, une convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour les scouts et guides de France, une administration, en ce qui concerne l'administration générale, une institution de la régie des recettes du foyer restaurant 3e âge Denis Padovani, et en ce qui concerne l'urbanisme, une convention d'occupation précaire 54 allées de la Pérode. Voilà, c'est un donné acte, il n'y a pas de vote. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions écrites de l'opposition. Pour le groupe Ensemble avec Passion, une question de M. Didier Debarge. Devant la pertinence de la pétition concernant l'insécurité engendrée par les nouvelles places de stationnement avenue Baptistin-Anglès et malgré la limitation de vitesse à 30 km/h, quelles dispositions prévoyez-vous d'entreprendre et envisagez-vous de consulter les riverains afin de trouver la meilleure solution pour sécuriser cette avenue ? Écoutez, sur cette avenue, en définitive, on a eu un problème quand il y a eu le clos du pressoir qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de place qui était prévue. On pourra ajouter à ça que beaucoup de gens qui avaient des garages se sont dit je vais pouvoir garer ma voiture à l'extérieur et pourquoi pas louer mon garage à l'intérieur pour faire un petit revenu. On en avait discuté à l'époque, il me semble-t-il, en conseil. Toujours est-il qu'il y avait un grand problème, et moi je rencontrais énormément de riverains qui étaient abasourdis par la vitesse. Non, mais par la vitesse qui était celle des voitures sur cette roue-là, et puis des routes-là, et puis aussi ceux qui se garaient sur le bord, en bordure de route, et qui rendaient le trottoir impraticable et très dangereux. Fort de cette émotion tout à fait recevable, normale, on a essayé de trouver une solution, et la solution qui était proposée par les services était de faire des places de parking en alternance avec des plots, et puis pour pouvoir casser la vitesse et proposer des places pour ceux qui n'auraient pas de place et éviter la façon de se garer très anarchique sur cette voie. Donc c'est la proposition que j'ai retenue. Il se trouve que beaucoup de gens sont gênés par ça. Alors je ne vais pas parler de cette pétition parce que j'aime bien parler de ce que je connais et d'avoir tous les éléments, parce qu'a priori il y a quand même pas mal de gens qui sont, il y en a pas mal, il y en a qui sont pas voloxiens, il y en a certains qui ne sont pas du quartier. Voilà, donc je tiens compte du fait qu'il peut y avoir un mécontentement. Je le pondère et je pense que assez vite, et on va faire comme on le fait assez souvent, c'est-à-dire mettre en place une consultation sur le quartier et sur les rues périphériques qui sera faite par nos services. Voilà, pour essayer d'avoir vraiment l'avis des gens qui sont les premiers impactés finalement par cette route-là. Moi je vous le dis honnêtement, c'est une route que je prends très régulièrement. Oui, effectivement, quand on arrive sur un certain passage, on a une visibilité qui est un petit peu réduite et il est nécessaire de s'arrêter pour regarder ce qu'il y a en face. Voilà, c'est ce que je fais. Et je trouve que c'est bien parce que ça casse la vitesse et ça oblige les gens à s'arrêter. Alors, il va y avoir autant d'avis que de personnes. Voilà. J'avoue que même dans mon entourage, il y a des gens qui ne sont pas forcément contents. Mais dans mon entourage, il y a aussi des gens qui disent c'est très bien. Au moins, ça va obliger les gens à s'arrêter. Donc voilà, la vérité, elle est probablement au milieu. Comme je vous l'ai redit, il y aura une concertation qu'on mettra en place avec nos services pour avoir un avis de la population riveraine. Que suite à ce travail-là, on verra de quelle manière on s'organise,
si on modifie les choses ou si on n'en modifie pas. Si vous voulez mon avis à moi, je le ferai. Je ne le ferai pas. C'est pas du futur. Hein. C'est que s'il ne tenait qu'à moi, je ne le ferai pas. Parce que je pense que la sécurité, pour avoir vu la vitesse à laquelle roulent certains véhicules et rouler avant qu'on mette en place ce dispositif, je pense que le fait de casser la vitesse, c'est une bonne manière de minimiser les risques. Et puis, ce que je peux vous dire, et ça n'engage que moi, c'est que quand on s'arrête à cet endroit-là, qu'on prend le temps de regarder, il y a très peu de chances que l'on se prenne une voiture en face. Voilà. Donc en vérité, il s'agit juste de faire appel encore au bon sens et au civisme des gens qui conduisent. Il y aura des contrôles comme on le fait régulièrement sur les différentes voies de la ville. Et accompagné de ce que je vous ai dit précédemment, on prendra le temps de prendre des décisions qui s'incombent en fonction de... Il est clair que si les gens qui sont directement concernés trouvent que c'est une mauvaise idée, je vous le dis honnêtement, on changera les choses. Si maintenant il y a un avis massivement positif, étant donné que ce passage a été fait pour ces gens-là, on verra et on vous tiendra au courant à ce moment-là de ce qui est décidé. Voilà. Une question de Valérie Merle. Je précise, je complète. Je crois que les gens ne s'insurgent pas contre le fait qu'il y ait des places de parking, qu'on a voulu sécuriser, tout ça, je crois que tout le monde l'accepte, pas le comprend bien. Mais c'est cet espace de non-visibilité, même en s'arrêtant, et à un moment donné, je pense que ça mérite effectivement de consulter, de retourner sur place pour voir. Les gens ne s'insurgent pas parce qu'on a plus. Oui, non, mais j'ai bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain on supprime les places qui impliquent le ralentissement, je vous garantis que les gens, d'un côté comme ils vont passer à fond. Je pense qu'il faut effectivement quand même mettre le ralentissement. Il y a peut-être quelques modifications à faire. Avec les voisins, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en ce qui c'est peut-être à la marge en réalité. En ce qui concerne le passage qu'on connaît bien et qui est ce virage, là où il y a un petit manque de visibilité si on ne s'arrête pas, si on ne ralentit pas vraiment, je comprends. Mais s'il n'existe plus demain, les gens en face et de l'autre côté ne ralentiront plus. Ça va être à la fois, ça va être un passage où les véhicules vont rouler à fond. Alors, vous pourrez toujours dire qu'il y a des véhicules qui roulent quand même à fond, mais ça, c'est le cas dans tous les cas de figure. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui rouleront à fond, y compris sur des dodanes, y compris sur des... Voilà, je veux dire, donc, on va prendre le temps de la réflexion, encore une fois, on va sonder les riverains, et parce que moi, j'ai aussi beaucoup de gens, des riverains, qui nous disent, qui nous remercient, qui disent, il ne faut pas rien changer. Je ne dis pas ça pour, encore une fois, valider le fait qu'on ne changera rien. Je dis juste qu'on va prendre le temps d'aller au bout de la démarche de concertation et on verra à ce moment-là. Une question de Valérie Merle. Compte tenu de la sécheresse exceptionnelle et des restrictions d'eau en perspective, avez-vous envisagé, comme le font d'autres communes, d'inciter les administrés à s'équiper de récupérateurs d'eau? Écoutez, alors en ce qui concerne le positionnement de la ville par rapport à toutes ces restrictions, bien entendu qu'on y est sensible et qu'on y est confronté. On est d'ailleurs en train sur notre politique d'espace vert, de réduire un maximum tout ce qui est plantation qui consomme de l'eau. On travaille aussi sur des espaces où on va travailler dans ce sens aussi. On fait pas mal d'économies. On travaille en lien étroit avec la métropole qui s'est dotée d'un outil d'analyse justement des flux hydrauliques sur tout le territoire et qui permet d'avoir des capteurs. Alors c'est un procédé qui s'appelle C3PO, qui a été... Oui, c'était... c'est un clin d'œil, on voit que nos hauts fonctionnaires sont branchés, mais qui permet justement d'avoir des capteurs et à différents endroits du territoire, au niveau des nappes phréatiques, au niveau des arrivées, des différents grosses arrivées d'eau, qui nous permettent d'avoir en amont des préventions et des alarmes qui nous préviennent bien à l'avance des mécanismes à mettre en place au niveau de la métropole pour faire justement ce genre d'économie et prendre des décisions. Nous, on va se soumettre à ce travail qui est fait au niveau métropolitain, mais aussi des services du département et autres, et en lien aussi avec le 10. C'est-à-dire que si demain il y a
des injonctions, des choses qui nous sont demandées en termes de consommation plus particulière que celles qu'on fait, on le fera. Après, on fait ce qu'on a le droit de faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les gens aujourd'hui à certains types de consommation, on ne peut que les inciter. C'est des choses qui sont déjà faites au niveau du département, au niveau de la métropole et qu'on relaie régulièrement sur nos réseaux. Maintenant, si vous avez des idées, on est preneur et pourquoi pas faire plus. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont quand même beaucoup sensibilisés à cette problématique. Voilà. Il y a des outils qui sont départementaux, des outils qui sont métropolitains. Nous, on fait beaucoup d'efforts en ce sens, notamment en termes de ce qu'on plante, de ces choses-là. Donc tout peut être amélioré et encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours au niveau métropolitain et il y a pas mal de solutions, mais qui quelque part, tout le monde n'est pas d'accord et il n'y a pas eu un choix véritable. Je pense qu'il y a plusieurs solutions en termes de dérivation d'eau pour réalimenter les nappes phréatiques, en termes de récupération d'eau au niveau de l'étang de verre, par exemple. Il y a énormément aujourd'hui de possibilités et je crois que les solutions qui vont être prises à l'avenir par les services, notamment métropolitains, vont être un ensemble de solutions qui vont servir à essayer de limiter un maximum les problèmes d'approvisionnement d'eau. Je vous invite, et d'ailleurs si vous voulez on pourra vous le faire passer, à consulter ce programme qui a été mis en place par la métropole et qui est assez intéressant et avec des pistes très variées. Pour l'instant on est vraiment sur la mise en place d'un outil qui nous donne des indications sur les niveaux à venir sur tout le territoire. Mais après les pistes et les solutions, il y en a plusieurs qui vont être mises en place. Maintenant je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans le... voilà, c'est pas moi qui vais décider de tel ou tel gagne. La question c'était simplement au niveau individuel, comme pour le compost, en fait, les composteurs qui ont proposé la métropole, s'il y a des incitations pour mettre un... Aujourd'hui non, je pense avoir répondu que non, et en même temps, si vous me dites que vous êtes au courant que certaines communes le font, si vous avez des exemples à nous donner, on est preneur, il n'y a aucun souci. Vous nous parlez de communes qui viennent en place, vous pouvez nous dire quelles sont les solutions. Oui, je vous enverrai. D'accord. Dans le sud-ouest, les communes de la métropole? Non, bah oui, donc c'est pas dans la métropole. Non, mais il peut y avoir des solutions. On peut avoir d'autres endroits. Non, mais toutes les bonnes idées, toutes les idées sont bonnes à prendre, surtout les bonnes. Et est-ce que dans les plantations, vous prenez en considération les allergies? Dans les plantations vous parlez de faire faites attention quand vous replantez, faites attention au niveau de qu'il ne soit pas trop énervé. Au niveau de honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que la plupart des... oui, voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas les compétences. Je vais vous parler de tout ce qui est dépend des allergies en termes d'espace vert. Mais j'imagine que tout le monde peut être allergique à différentes espèces et qu'on va éviter peut-être les espèces qui sont les plus allergisantes. Mais là, si vous voulez avoir des renseignements plus précis, on peut vous mettre en lien avec notre chef de pôle qui travaille sur les espaces verts. En général, oui, voilà, il y a plein d'espèces, notamment. Non, mais les cyprès, on en plante de plus, c'est pour ça. Je ne parle pas des petites allergies qui aiment pour ça. Le dossier C3PO, il est disponible. On va vous le faire passer. À mon avis, on doit pouvoir l'avoir sur le site de la métropole, mais si ce n'est pas le cas, on le fera passer. J'ai pu comprendre qu'il était présenté demain, le 15 mars, au comité de gestion du bassin de l'Île-de-France avec le SMAPD. Donc on vous le fera passer. Dès qu'il sera bien mis. Il est très intéressant. Mais il y a des solutions qui sont multiples. Et aujourd'hui, ils ont fait ressortir toutes les possibilités, mais je ne pense pas qu'il y ait encore eu des choix politiques sur ce qu'on met en œuvre ou pas. Et ce qui est assez positif, c'est qu'il y a des pistes. Il y en a de nombreuses. Question de M. Éric Poirier. Je pense que
quelque part, indirectement, on a un petit peu répondu tout à l'heure sur la demande de subvention qui concerne vos projets de mobilité vélo. Devons-nous comprendre que les projets prévus sont financièrement au-delà des capacités de la commune? En fait, c'est exactement le contraire de ce qu'on met en place depuis le début du mandat. C'est-à-dire, on a bien dit que financièrement, tous les projets d'investissement de la ville seraient liés à la possibilité d'avoir des subventions, que ce soit du département, de la métropole, de l'État, à travers... C'est quasiment tout ce qu'on vous a présenté ce soir en termes d'aide, de la DTR, de la DESIL, toutes ces aides-là, ce sont des projets qui sont... Dès qu'on a un projet en tête, en fait, on regarde tout ce qui peut correspondre en termes d'aide. Et on évite de faire des dépenses, ce qu'on appelle des dépenses sèches, c'est-à-dire où on paye l'intégralité de ça. Donc si on a fait cette demande de subvention, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il existe des aides, comme je le disais tout à l'heure, qui sont spécialement orientées vers tout ce qui est mobilité douce, comme tout ce qui est orienté réhabilitation thermique des bâtiments. Au contraire, moi je trouve que c'est une super opportunité de pouvoir faire notre projet et de le faire porter au maximum par des aides départementales ou autres. Et là, en l'occurrence, ce sont... il parle de la DESIL sur ce projet-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Partiellement, oui. C'est bon, je vais préciser si vous voulez. Ok. Question numéro 2. Comme évoqué lors du dernier conseil, nous ne sommes qu'à 8% de logements sociaux pour l'objectif de 25%, qui, je le rappelle, est fixé par l'État, par les services de l'État. Allez-vous faire exploser c'est pas la première connerie qui fixe. Hein. Je parle pas des retraites, hein, je parle pas de ça. Allez-vous faire exploser la population de notre commune? Jamais. Je préfère exploser la population de notre commune. Alors que les infrastructures sont très loin d'être à la hauteur de cette augmentation. Et je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'opportunité de vous dire que j'étais d'accord avec vous. Après, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes qu'à 8% de l'objectif de logements sociaux. Je vais même vous apporter un élément supplémentaire. On est passé en réunion avec les services de la préfecture sur le contrat de mixité sociale à venir. Et je peux vous dire qu'il est... Alors c'est super, hein, on rencontre tout le monde, on nous dit qu'on est super bons élèves parce qu'on fait des logements sociaux. Même si on n'en fait pas beaucoup, on en fait. Il y a quand même des projets, on est tous là pour le voir. Mais que malheureusement, on serait quand même impacté par les pénalités SRU et que même à partir de 2024, ces pénalités vont être majorées de quasiment 50%. Donc ce que je suis en train de vous annoncer, c'est qu'on a beau faire ce qu'on veut. Alors je suis d'accord avec vous, effectivement, il faut... Je ne pense pas que je vais faire exploser la population de la commune parce que depuis qu'on est arrivé, on n'a fait que reprendre la plupart des dossiers qui étaient en cours pour dire... Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Aujourd'hui, pour un logement social, il faut 3 logements, on est d'accord, 25%. On fait 4 maisons, donc une maison sera un logement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un logement social, il faut... Pardon? C'est pas sur les nouveaux, hein. Sur la totalité. Donc la totalité, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc il faut bien en faire des logements pour arriver à 25%. Donc il va bien falloir créer du logement sur des terrains. Donc on va augmenter la population. Et les terrains, déjà, on ne les a peut-être pas forcément, mais on va amener de la population en plus. Alors, oui et non. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que cette réglementation et ces lois sont ubuesques. Je ne fais que me battre là-dessus depuis que je suis arrivé à la mairie. C'est un discours qu'on a régulièrement avec les services de la préfecture, avec un sous-préfet qui nous dit que ce qu'on fait, on ne peut pas faire mieux, mais que les lois sont les lois. Les lois au niveau de l'État sont renforcées. Voilà. Donc moi ce que j'essaie de faire pour justement minimiser ça, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on fait énormément de projets qui ne sont pas forcément à l'équilibre financier. Pourquoi? Tout simplement pour voter des aides de subvention de la ville d'équilibre sur ces projets de logements sociaux. Pourquoi? Pas pour le plaisir de dépenser de l'argent, mais tout simplement parce que ces sommes-là, elles sont défalquées des pénalités SRU. Donc je vais prendre un exemple tout bête, mais quand on prend l'ancienne, la antépénultième mairie, où on l'a fait préempter et acheter par l'EPF pour faire 2 logements sociaux, et que pour que l'opération soit à l'équilibre, on est obligé de voter des subventions d'équilibre à plus de 100 000 €, je ne sais plus combien était la dernière. Ça vient en déduction de Tout à fait, mais c'est important de le redire.
parce que c'est ce qui nous permet de payer, finalement, de défalquer nos pénalités SRU, qui sont le fruit du frein que l'on met pour moins développer de logements sociaux et du coup ne pas faire exploser la population. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, en vérité, c'est un serpent qui se mord la queue et que je préférerais 100 fois, avec cet argent-là, avoir le temps de développer du logement social. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai plus de 200 demandes de mes Voloxiens qui demandent des logements sociaux. Qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question de l'explosion de la population de Velo n'est pas en train d'exploser, puisque au dernier recensement, on était en baisse, puisqu'on est passé à 8600 au lieu de 8700 ou 8800, et que sur celui qu'on vient de faire maintenant, il est vraisemblable qu'avec l'arrivée des deux nouveaux projets qui arrivent, on soit, même si les chiffres ne sont pas aujourd'hui officiels, on soit en dessous autour des 8800. Voilà. Donc on a une augmentation de population. Si c'était le contraire, ça serait très inquiétant, je vous le dis, parce qu'une population qui va dans le décroissement, là par contre, on va dans le sens d'autres problématiques qu'on a aujourd'hui, notamment celle qui est de qu'on nous ferme des classes d'école. Mais ça continue dans la connerie, dans le côté buesque. Parce qu'il y a une loi, alors malheureusement j'ai recherché, je n'ai pas retrouvé, il y a une loi qui est en train d'être votée à l'Assemblée, qui est présentée par les écologistes, en fait, qui tente à préserver le côté vert de toutes les communes. Donc, mais il faut construire. Voilà, et en fait elle vient en totale opposition avec la loi SRU. Et elle n'attend pas ce vote des écologistes parce qu'on y est déjà confronté de plein fouet. C'est-à-dire qu'on nous met dans un contrat de mixité sociale donc, sur lequel on est obligé de suivre les directives de l'État. Il y a des projets aujourd'hui qui sont sur Velo qu'on ne pourra en plus pas réaliser. Alors, vous allez me dire, tant mieux. Oui. Mais les Esprados, non. Vous voyez, si c'est pour répondre à votre question, les Esprados, non. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de projet des Esprados. Mais aujourd'hui, on a des projets qu'on aurait pu faire ailleurs aussi. Mais on nous dit qu'il faut les faire à ces endroits-là. Sauf qu'il y a des réalités de réglementation sur la faune et la flore qui font qu'on ne peut pas les faire là, ou de ruissellement. Donc on a des projets en plus qu'on nous met dans le contrat de mixité sociale, mais qui sont irréalisables. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, si je m'oppose, et c'est ce qu'on fait, je vous le dis honnêtement, on ralentit. On ralentit. Parce que les deux projets qui sortent aujourd'hui, c'est pas nous qui les avons votés, c'est les projets qui étaient programmés. Le seul qui était déjà programmé, je le rappelle, c'est le projet des Esprados, sur lequel, quand on est arrivé, on a cassé la promesse de vente pour pouvoir reprendre le dossier en main. On est passé d'un projet de combien de logements, 80, à un projet aujourd'hui qui est en dessous des... Voilà, qui est en dessous des... Jean-Claude Larégie nous avait annoncé une recette d'1,5 million. Oui, c'est toujours la même, je vous rassure. Oui, mais pourquoi? Parce que toujours la même chose. Calcul d'équilibre de projet. Et donc qui fait que le terrain moi je vous dis honnêtement, ces terrains-là, je l'aurais parcellé, je l'aurais vendu, mais j'aurais gagné la ville, pas moi, j'aurais gagné 4 fois plus d'argent. Donc moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je fais avec les règles qu'on me donne et j'essaie de trouver pour le meilleur. Voilà. Je pense que c'est une discussion qu'il fallait avoir parce que c'est aujourd'hui c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les Voloxiens. Et moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui on freine les 4 fers. C'est comme ça? Oui, j'aurais dit plutôt des 2, mais bon. Parce que pour moi, si vous voulez, l'objectif, il n'est même pas de la population. L'objectif, il est le problème de mobilité qu'on vit et qu'on va vivre, qui sont, et c'est ce que je dis à chaque fois devant le préfet, et je l'ai dit devant le préfet Merlan, j'ai pris la parole dernièrement en préfecture, parce qu'il parlait des objectifs et il nous pointe presque comme étant des mauvais élèves, les maires, de ne pas écouter quels sont les objectifs en termes de logements sociaux. Et moi j'ai dit, mais vous avez d'un côté les punitions qui sont injustes sur des objectifs que vous-même vous accordez à dire qu'ils sont inatteignables, et de l'autre côté, vous avez des exemptions. C'est-à-dire on peut, sur un dossier, devenir exempté de logements sociaux. Mais entre, il n'y a rien. C'est-à-dire, moi, je ne vous demande pas d'être exempté, parce que je serais même emmerdé si demain, je ne pouvais pas en faire au moins un certain nombre par rapport à des gens qui sont la plupart du temps des enfants du village, qui partent de chez les parents, qui ne peuvent pas rester sur Velo. Parce que dans le projet des Esprados, on l'a aussi remodifié pour faire des projets d'aide à la primo-accession. Il y en a dedans, c'est pour ça aussi qu'on l'a retouché. Je suis d'accord avec vous, M. Maire. Mais si je peux aller au bout, je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants qui ont essayé la primo-accession. Sans déconner, avec les salaires qu'ils ont en ce moment,
c'est du délire. Le principe de la primo-accession, il y a de différents dispositifs aujourd'hui qui se mettent en place et il y en a certains qui peuvent aider. Je ne vous dis pas que moi je suis pas un magicien, hein. Je vous dis moi je fais avec les possibilités qui sont les nôtres. C'est ce qu'on a essayé de faire du mieux possible sur le projet des Estrados. C'est ce qu'on essaie de faire sur le projet Midi-Fer qui aujourd'hui est un peu en stand-by pour des raisons d'équilibre financier, parce qu'eux aussi ils traversent la même période d'incertitude en termes de délai, en termes de matières premières que les autres. Donc ils ralentissent, ils attendent un peu, comme nous. Sur certains projets, mais la réalité elle est là, c'est qu'aujourd'hui, moi, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut essayer de tempérer un maximum sur ces projets-là, c'est pour le problème de la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour cette raison aussi, qu'on met en place, alors ce qui peut paraître des miettes pour certains, mais un projet de mobilité douce, et notamment un projet douce intercommunal qu'on est en train de travailler, et sur lequel la métropole aujourd'hui nous rejoint sur le prochain PLM, pour le projet local de mobilité, sur lequel on a été mis sur la piste, sur la piste dessus, parce qu'on a été les premiers à se mettre à 6 communes pour travailler dessus. C'est parce que tout simplement la seule pierre qu'on peut apporter aujourd'hui, elle est de ce côté-là. Le reste, c'est quoi? C'est des projets métropolitains, c'est le pôle d'échange multimodal, qu'aujourd'hui, sur les dernières réunions, on nous annonce des dates à 2028, pour ne pas dire parfois 2030. Imaginez la réaction des maires quand on leur annonce ça au niveau de Vinci. Ils disent mais c'est inentendable pour les citoyens. Donc on nous met en place des contrats de mixité sociale qui sont avec des timings super serrés, avec des pénalités qui sont éreintantes pour les communes. Et en plus de ça, on nous propose des projets sur la mobilité qui sont à des horizons qui sont complètement fous. Donc moi, tout ce que je peux faire, encore une fois, avec les moyens qui sont celles de la ville, c'est travailler sur de la mobilité douce, de l'aire de covoiturage, et c'est ce qu'on est en train de faire, et très vite, on vous expliquera ce qu'on est en train de mettre en place, en plus de ce qu'on est en train de financer. Il faut savoir qu'il y a des projets de financement qu'on a inscrits avant d'avoir les aides. On avait les assurances de les avoir, mais on les inscrivait parce que pour nous, c'est primordial de les inscrire. Quoi qu'il arrive, il faut les faire. Et puis tout le reste. Mais je suis d'accord avec vous, je ne peux pas vous dire mieux. Mais je fais avec moi, si je ne le fais pas, de toute façon, je vous l'ai déjà dit 100 fois, le préfet prendra la main sur la délivrance de permis. Et c'est lui qui le préfet il ne peut pas aller à l'encontre, Natura 2000, ces choses-là, il ne pourra pas, abattre de la forêt. Mais je vous rassure, il reste encore d'autres endroits où c'est possible de faire. Hein. Après, il n'y a pas possibilité de vendre ces terrains à des privés avant d'en arriver là. Mais c'est trop tard. C'est même pas, ça date même pas de moi, ça a été inscrit dans un il y a un contrat de mixité sociale qui est signé avec les services de l'État à travers le préfet. Ce contrat, il a été déjà signé en amont et dedans, il a été mis les différents terrains sur lesquels il y avait des possibilités de construction. À Marseille, on casse des bars pour refaire des bars. Et aujourd'hui, il y a un plan qui s'appelle le PLH, qui est le plan local d'habitat, qui va être mis en place et qui va être voté, je crois, jeudi au niveau de la métropole, et qui définit les axes. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de jouer sur les textes tant qu'on peut un peu le faire, pour gratter, pour faire des travaux qui vont défalquer les pénalités et donc du coup nous permettre de gagner encore un peu du temps, en espérant qu'un jour les lois évoluent et qu'on soit les moins impactés par ça. Le préfet, la métropole, ils se déplacent dans les villages, ils voient comment ils sont défigurés, ils s'en foutent. Le sous-préfet le fait, mais le sous-préfet il est aux ordres du préfet et de l'État. Le garde à vous termine. Et lors d'aujourd'hui, les prochains terrains impactés, vous avez idée? Aujourd'hui, vous avez accès au plan du contrat de mixité sociale, vous avez différents terrains, vous avez aujourd'hui, donc il y avait le clos du pressoir, c'est fait, vous avez les agapantes, c'est en train d'être fait, vous avez le terrain de Midi-Fer en face du clos du Félibre, qui est en cours, là où il y a l'ancienne gare, voilà, qui est fait, sur lequel qu'on a aussi repris pour mettre de la primo-accession aussi dedans. Mais qui est pour l'instant stand-by pour les raisons économiques d'équilibre dont je vous parlais. Et puis après, écologique aussi, parce qu'il y a une évolution. C'est la dépollution qui propose mais la dépollution, c'est ce qui impacte financièrement sur l'équilibre. C'est ça. Vous avez le terrain des Estrados sur lequel aujourd'hui vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a une opération en cours, un recours gracieux qui a été posé, sur lequel c'est même la métropole et pas nous qui allons répondre, puisque c'est eux qui sont en charge de ça. Après, nous avons le terrain de la CIF et du Baobacois,
qu'on soit bien clair. Alors quand on parle de freiner des 4 pieds, voilà, ça c'est des terrains sur lesquels je vous garantis que la CIF, les gens qui sont propriétaires et qui travaillent dessus, eux, ils ont déjà réglé tous les problèmes qui peuvent être posés en termes de faune et de flore, hein, et ils ont mis les moyens. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas une autorisation qui est donnée d'ici 2024, c'est un terrain qui bascule en zone arborée, c'est ça, protégée, et sur lequel on ne pourra plus faire les choses. Donc, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est fait partie des projets qu'on a freinés. Le terrain du Bas-au-Bacois, qui est sur le même principe, je l'ai bloqué aussi. Et je ne vous cache pas que le fait qu'il y ait eu l'incendie, j'étais encore plus à l'aise pour dire que, par principe, il n'y aura rien sur ce terrain-là. Voilà. Et pour terminer, vous avez le terrain du Collet de l'Aigle. Le terrain du Collet de l'Aigle. Le terrain, l'ancien terrain du lycée. Sur lequel, entre parenthèses, avec les évolutions réglementaires, on n'a plus le droit de faire un lycée. Ça aurait pu être une question qu'on pouvait se poser. Mais il y a la possibilité de faire du sport, loisirs et habitation. Bon, vous connaissez la contrainte de ce terrain, on ne peut pas y accéder où il faut y passer par les autocars berrois ou il faut faire un pont au-dessus de l'arc. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est sur du long terme. Je ne sais pas ce qu'il y aura, mais c'est sur du long terme. Voilà, aujourd'hui, voilà, la réalité elle est là, c'est qu'aujourd'hui il y a un contrat de nécessité, des terrains qui sont dedans et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Donc on essaye de freiner là où on peut freiner, mais on ne peut pas freiner de partout. De toute façon, il faut donner du grain à moudre, et je vais vous le dire entre nous, et je vais vous le dire entre nous, le grain à moudre, je préfère le donner sur des terrains qui appartiennent à la ville. Voilà, parce que c'est ce qui nous permettra de sauvegarder notre équilibre budgétaire et de pouvoir continuer à faire des investissements dans les 6-10 années qui viennent. Parce que sinon, entre la baisse de la DGF, les pénalités et le reste, on ne pourra plus rien faire sur la ville. C'est-à-dire qu'on aura une belle ville, mais on ne pourra plus refaire les routes, on ne pourra plus refaire les bâtiments sportifs, et voilà, parce qu'il n'y aura plus d'argent pour investir. Ça vous a été exposé plus ou moins, hein, dans le truc. On peut faire de l'investissement une fois qu'on a équilibré notre fonctionnement et qu'on arrive à rembourser notre dette. Je le dis aussi, parce que j'ai déjà dit, la dette, c'est aussi un héritage. Il y a des héritages qui sont bons, puisqu'on vend aussi du patrimoine qu'on a grâce aussi à la dette. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une dette qui fait qu'aujourd'hui, on rembourse quasiment par an plus de 1,2 million, je crois. 1,2 million. 1,2 million sur notre budget pour rembourser la dette. Alors, toutes les villes ont des remboursements de dettes. On ne doit pas être à zéro. Mais entre 1,2 million et 500 000, vous êtes d'accord avec moi que si on avait 300 000 euros ou 400 000 euros de plus à investir chaque année, on serait plus à l'aise et on pourrait faire plus de choses. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, on fait avec et on essaie de trouver la bonne solution. Vous savez, moi, faire des logements sociaux sur des terrains, c'est pas mon délire. Hein. Je le fais parce que j'ai des gens qui en ont besoin. Je suis pas voilà, moi je préfère rester une ville en dessous des 10 000. Hein. Je vais même vous dire une chose, si demain on arrivait à 10 000, on perdrait des dotations comme celle de la ruralité à plus de 100 000 ou 130 000 euros et on n'aurait rien à la place. J'ai aucune, moi, velléité à arriver à dépasser les 10 000 habitants. Voilà, donc après, on fait avec ce qu'on a et on essaie de faire pour le mieux. Et encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Question numéro 3. Le flux de circulation dans notre commune ainsi que la sécurité sont pathétiques. J'étais pas abasourdi, là, j'étais pathétique. Voilà, donc c'est quoi? C'est le flux qui est pathétique? Bah non, c'est... regardez, alors moi j'ai peut-être la chance d'habiter à la colline. Je dis franchement, le soir... Non, mais... Alors déjà, je parle pas d'habiter dans la colline, ça. Le bruit des bagnoles qui accélèrent, qui font des drifts ou je ne sais quoi, parce qu'on les entend, forcément on est en... C'est aberrant. Aujourd'hui, moi, très franchement, il y a des gens en pleine journée qui font qui ne respectent pas les lignes continues, être dans l'agglomération. C'est quelque part, c'est la mise en danger des concitoyens. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est un problème qu'on a sur tout le boulot. Aujourd'hui, je reçois moi les options. Je peux vous dire qu'il y a des problèmes d'incivisme, parce que moi c'est l'incivisme routier, c'est l'incivisme, on en a dans tout le vélo. Alors on a, encore une fois, je ne vais pas faire la pleurote, mais on n'a pas les moyens de régler tous les problèmes de vélo. Alors on a priorisé des axes et des grands axes. Aujourd'hui, on a le fameux, et d'ailleurs vous en reparlez je crois à un moment donné,
on a l'axe qui mène au Grand Pont, qui était une des priorités par rapport à la sécurisation. Il est toujours programmé pour 2024. Maintenant, vous me demandez un engagement solennel sur l'honneur que je crache. Je ne ferai jamais sur un projet métropolitain et départemental tant que je ne vois pas les premiers coups de pioche. Par contre, quand je les verrai, quand je les vois, les premiers coups de pioche, là, par contre, ça veut dire que ça ira au bout. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que ça ne va pas avoir lieu. Moi, non, mais ce que je vous dis, je pense c'est que c'était quand la dernière réunion qu'on a eu avec les services du département sur ce projet-là? Octobre. Et on a eu les services qui nous ont encore confirmé le projet en présence des maires de Coudoux, puisqu'il s'agit d'une voie verte voilà, qui va relier tous ceux sur les deux communes. Voilà. Donc ce projet il est inscrit. Maintenant, moi je suis comme vous, je crois ce que je vois. Si c'était un investissement de la ville et un projet inscrit par la ville, je pourrais vous dire aujourd'hui et vous donner un engagement solennel sur le fait qu'il soit ou pas. Alors quand je vous dis un engagement solennel, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai de plus en plus peur de m'engager là-dessus, hein, parce que avec ce qui s'est passé sur les factures énergétiques, je pense que peu de personnes l'auraient prévu en début de mandat. À aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui est sorti annonçant un appel d'offres, que ce soit pour une passerelle. Rien, zéro. Donc la métropole n'a encore rien fait. Il n'y a aucun appel d'offres pour un pont. Pour moi, ils utilisent leur marché à... Même à MAPA, ça passe au BOMP. Non, ça passe par le BOMP. De toute façon, ça passe par le BOMP impératif. Ils étaient sur un pro en juillet 2023 dans leur échéancier, donc ce qui veut dire que c'est plutôt... Juillet 2023, alors le temps de consulter, si on l'a en 2024, il va tomber de la merde, hein. Excusez-moi. Hein. Alors en tout cas, moi je ne peux pas me substituer au service du département ou de la métropole. Moi je vous dis ce qui a été proposé. J'ai le projet, j'ai l'agenda qu'on nous propose, j'ai même les plans de détail d'approche sur la passerelle. Parce qu'ils vont s'accrocher sur le pont. Oui. Donc moi encore une fois, vous savez, je ne suis pas magicien. Moi je vous donne ce qu'on me donne comme information. Ce que je peux vous dire, c'est que régulièrement, tous les 6 mois, je refais un courrier quand c'est la métropole, à la présidente et au département, pour relancer l'intérêt et le fait que c'est quelque chose de très urgent. Et ça a été fait au mois de janvier la dernière fois. Donc moi je fais le maximum que je peux faire. Nous de notre côté on avance sur ce qu'on maîtrise, le plan de mobilité. On annonce cette année le début de l'AMO sur tout le secteur de la colline, sur tout ce qui est sécurité. Ah oui mais bon, encore une fois, hein, moi si je suis au conseil de quartier donc ça fait des gorges chaudes. Les gorges chaudes oui, d'autant plus que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais bon, on avait bien défini que les animateurs des conseils de quartier n'étaient pas des élus, donc on s'est bien gardé de le faire. Quand je vois votre dernier rapport, quand je vois votre dernier compte rendu, je pense que vous aurez pu la mener en question pour le conseil de ce soir. Parce que c'était du mal. Était dégueulasse. C'était moi qui étais. D'ailleurs, on était abasourdis. Donc c'est pas grave. On va dire que c'est le jeu de l'opposition. Mais bon, on essaie de mettre en place une vraie dynamique de conseil de quartier. Honnêtement, je veux dire, bon voilà, c'est pas grave. Calme-toi. Assieds-toi, Greg. J'en ai des conneries toute la journée, mais là. Alors, pour revenir à la question, bien entendu qu'on continue de travailler dessus et que je vous garantis que je serai le premier, dès que j'aurai des nouvelles concrètes, à le dire et à communiquer dessus, parce que ça fera mon bonheur autant que le vôtre. Sans problème. Question de M. Quentin Guilleux. Les derniers chiffres de la délinquance et criminalité dans le département ont été publiés dans la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ce dernier mois pour l'année 2022. Le bilan reste mitigé, les cambriolages étant en baisse, mais les violences physiques sur les personnes en hausse. Il est important de ne pas céder à la généralité et prendre certains chiffres avec des pincettes, surtout dans le cas de notre commune qui reste globalement très sûre. Pouvez-vous néanmoins nous dresser un panorama global des infractions et délits relevés par la police municipale ainsi que le groupement de gendarmerie, leur évolution par rapport à 2021. Pour ce qui concerne la compétence communale, à savoir la police municipale, nous avons réalisé un bilan fin 2022. Nous avons amplifié les contrôles de tout ordre sur ce qui relève de la compétence de la police municipale et nous avons une augmentation de 70% du taux de contravention entre 2021 et 2022. Alors je ne vais pas vous dire qu'on s'en réjouit, hein,
mais c'est quand même le signal qu'on a renforcé les contrôles. Alors ils ne sont pas toujours visibles, il faut savoir que quand on fait des contrôles, ils ne peuvent pas durer plus de 15 minutes. Parce que automatiquement ils sont mis en avant à la fois sur les GPS, mais en plus de ça, bien entendu, je pense que les premiers qui ont tendance à crier au loup s'empressent de prévenir qu'il y a un contrôle. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on connaît tous souvent, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On est passé à 151 contraventions en 2021, 262 en 2022. Ça représente en moyenne une trentaine de contraventions par mois. Si la PM a un rôle de prévention, elle peut aussi pouvoir user de son pouvoir de répression quand cela est nécessaire. Ça c'est ce qui nous concerne. Je le dis concrètement, on met en place des opérations décalées aussi en termes d'horaire sur les week-ends. Je rappelle que nous sommes 8 au niveau du service police municipale, qu'une fois qu'on a mis en place tout ce qui est régalien en termes de surveillance, il y a une réalité en termes d'horaire et qu'on essaie de faire aussi le maximum avec ce qui est à notre possibilité. On peut nous reprocher, encore une fois ça vous a été exposé au niveau budgétaire, dans une période où on augmente le point d'indice de 1,4%. 3,5%, c'est quoi qui donne 1,4%? C'est le glissement vieillesse. Voilà, c'est un chiffre totalement inventé de ma part. J'en suis vraiment désolé, il y en a beaucoup à ingérer. En tout cas, malgré l'augmentation concrète du point d'indice qui est imposé toujours pareil par l'État, mais qui ne nous a pas donné plus de dotation pour y faire face et pour les payer, on a réussi quand même, avec le glissement de vieillissement terrestre, excusez-moi, cette journée est longue, comme pour vous tous. Malgré cela, on a réussi à faire une augmentation, une économie de 1% sur notre fonctionnement en termes de masse salariale. Alors on ne s'en est pas gossé tout à l'heure, mais je vous garantis que ça c'est le fruit du travail de nos services, avec toujours une ligne rouge, je le redis, qu'on n'a jamais voulu franchir, c'est la qualité du service rendu. Et en ce qui concerne la PM, effectivement pour nous il est impossible aujourd'hui de renforcer les services d'un point de vue humain, parce que tout simplement déjà ce sont les métiers au niveau masse salariale qui sont les plus imposants pour les villes. Donc on essaie de travailler à flux tendu, de garder une qualité. On essaie de travailler sur des horaires décalés pour faire des surveillances et des contrôles routiers, y compris des week-ends, en partenariat avec les services de la gendarmerie, en termes d'incivisme et de pratique sur les terrains, sur les voies pédestres et ces choses-là. C'est des choses qui se mettent en place. Mais on a aussi, et je le dis, on a investi dans cette période-là incertaine, on a investi dans des caméras mobiles qui nous permettent, qui je l'espère vont nous permettre de pouvoir mettre en avant des gros incivismes en termes de dépôts sauvages, mais aussi d'autres incivismes. Donc on fera un point là-dessus l'année prochaine puisqu'on vient de les avoir et qu'on commence à travailler dessus. Vous comprendrez bien qu'on évite de communiquer puisqu'on est sur des endroits où si on commence à indiquer où on les met, on va les perdre. Voilà, donc on travaille là-dessus, on fera un point là-dessus dans un an, mais c'est des choses qui font leur preuve dans d'autres communes. Je sais que vous êtes très sensible, monsieur Guilleux, à la politique qui est menée sur le territoire de Cannes. Mais ils ont de grandes réponses de ce côté-là, notamment avec des caméras mobiles, mais aussi avec des systèmes d'armes. Ils ont malheureusement les moyens qu'on n'a pas nous, donc on essaye de faire pour le mieux. Je suis sensible à ce que vous dites, on essaye d'avancer là-dessus. C'est le mal, je suis d'accord aussi là-dessus, le mal numéro 1, l'incivisme, on essaie de lutter contre. En ce qui concerne les éléments de gendarmerie, concernant le groupement des Bouches-du-Rhône, les tendances qui ont été observées sur l'année écoulée, une baisse sensible des cambriolages, donc moins de 15% environ. On parle du travail qui a été fait par notre gendarmerie locale, en intercommunalité sur le bassin de vie. Une augmentation des infractions liées aux véhicules, vol d'accessoires et vol à la roulotte. Et ça a tenu notamment, principalement par des périodes qui sont mises en place par des équipes. Des équipes qui viennent, où on a vu ça avec des Roms, des Bulgares aussi, qui arrivent et qui ont des modes d'opération en série sur des bassins de vie. C'est ce qui a été le cas cet été et je crois à la rentrée aussi sur des vols qu'il y a eu dans des maisons et qui ont été
qui ont été résolus par la gendarmerie. Et ça fait souvent appel à ces petites pointes qui sont liées à parfois des opérations par des équipes, mais qui sont assez rapidement mis hors d'état de nuire par la gendarmerie, avec notamment l'aide des visionnages des vidéos à plaque immatriculation qu'on a aussi sur Vélo, d'ailleurs, sur ces passages-là. Une augmentation des VIF, qui sont les violences faites aux femmes. Alors, comment je peux vous dire, quand ces études-là, c'est des études de bassin de vie qui comprennent la phare Les Oliviers, qui comprennent, je crois, Rognac. Je ne suis pas sûr. Non, pas Rognac. Velo, Coudouc, Vintabrin, la phare. Donc, autant vous dire qu'on a quand même la chance, et j'espère que on va tout faire pour que ça continue, d'être dans la fourchette qui est beaucoup plus légère par rapport aux violences faites aux femmes sur Velo. On a des cas. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'en avait pas sur 9000 habitants, sur 8800 habitants. Mais on y est très vigilant, mais on est aussi tributaire des résultats des villes autour, où il y a un peu des sujets un peu plus sensibles. Les cambriolages sont stables, 45 cette année contre 43 l'année d'avant, en raison, comme je vous le disais, d'une série importante de cambriolages de cabanons ou garages durant l'été 2022. Les 2 mises en cause ont été interpellées, placées en détention. Le nombre d'interventions sur la commune est en baisse, 529 contre 546 l'année précédente. Et les atteintes volontaires à l'intégrité physique sont en baisse également, puisqu'ils sont passés à 22 contre 35 la période précédente. Nous constatons aussi moins d'infractions routières et les accidents ont diminué de moitié, sont passés à 469 contre 497. Et nous avons constaté 3 accidents contre 6 accidents en 2021 et aucun n'ayant tué contre 3 l'année précédente. Les heures de présence sur la commune ont fortement augmenté, 11 238 heures contre 9 751 heures, ce qui peut expliquer une baisse sensible de la délinquance sur Velo. Et moi je tiens à porter ma pierre à l'édifice en disant que le travail qui est fait par la gendarmerie de Velo est remarquable. Ils sont toujours là, ils sont présents. On a une bande de jeunes là qui sont vraiment impressionnants. Ils interviennent très vite, ils arrivent à bien gérer la relation avec nos jeunes, ou nos moins jeunes d'ailleurs, avec une bonne sensibilisation. Oui, je sais que tu devais t'en aller. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est les chiffres que je peux vous donner, qui sont les chiffres donnés par la gendarmerie et nos chiffres à nous en ce qui concerne l'APM. On essaie de continuer dans ce sens, c'est pas facile. Voilà, encore une fois, c'est le combat numéro 1 et on essaie de tout faire pour aller dans ce sens. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Si vous voulez bien, on va mettre un terme à ce conseil municipal. Je vais une fois de plus, et ce n'est pas coutume, remercier TV Velo pour tout le travail qu'ils font à chaque fois et leur présence. Merci à vous et vous souhaiter une bonne fin de journée. Je peux pas